Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute d'un bonus exceptionnel au podcast Happy Hour. Il y a 5 ans, quand on a démarré l'émission, l'un des premiers sujets a été la BD L'homme qui tua Lucky Luke de Mathieu Bonhomme. À l'époque, je terminais le sujet en disant que cette BD était un one-shot et que c'était un peu dommage parce que j'aurais aimé en lire un second. 5 ans plus tard, pile à temps pour l'anniversaire du podcast, Dargaud a confié à Mathieu Bonhomme un second tome, Wanted. On a donc voulu fêter ça en posant quelques questions à Mathieu Bonhomme dont vous avez entendu une partie des réponses dans le podcast Happy Hour habituel. Voici maintenant l'interview en intégralité. Quel rapport tu avais à Lucky Luke avant justement de le dessiner? Alors moi, Lucky Luke c'est un compagnon de route en fait depuis toujours. C'est la bande dessinée avec laquelle j'ai appris à lire, avec laquelle j'ai appris à dessiner et avec laquelle j'ai progressé. Donc tout au long de mon apprentissage du dessin et de la bande dessinée, je suis toujours revenu à Lucky Luke, avec des périodes où je le rejetais parce que je découvrais les auteurs de Métal Hurlant ou voilà, mais régulièrement les BD me revenaient dans les mains. Je les réouvrais, je voyais le talent de Maurice, je voyais sa façon de dessiner les chevaux, ses histoires toujours super marrantes, ça m'a fait vachement réfléchir. D'abord, Lucky Luke, c'était d'abord quand j'étais petit un personnage carrément qui m'accompagnait un peu comme un copain. Et puis après, quand je suis devenu plus ou moins dessinateur, quoi, au début, c'est le travail de Maurice qui m'a fait réfléchir parce que je l'ai trouvé hyper avant-gardiste, hyper culotté, avec des cadrages incroyables, des compos presque mathématiques des fois, et puis une mise en couleur étrange. Et en même temps, avec tout ça, il arrivait à être hyper grand public et à tenir son histoire sans qu'il y ait la moindre hésitation à la lecture. Donc pour moi, c'est vraiment un grand auteur hyper complet qui arrive à vraiment à, à tout faire. Et il est pour moi, il a atteint une espèce de Graal. Parce qu'en fait, je me suis posé ces questions, notamment en voyant certains de ses dessins à part où il montrait à quel point il pouvait être virtuose pour faire des dessins publicitaires ou des choses comme ça. Et je me disais, mais pourquoi ce virtuose met pas en avant toutes ses capacités? Et en fait, à bien regarder Lucky Luke, j'ai trouvé ça super intéressant que justement, il fasse pas de la bande dessinée un support de démonstration, qu'il soit toujours dans le récit. Et puis quand on connaît un peu le dessin, on voit qu'en fait sa virtuosité, elle est là de toute manière. Mais ça m'a beaucoup réfléchir sur le rapport qu'il y a entre le dessin et le récit dans le métier de la bande dessinée. Alors déjà, est-ce que c'est Dargaud qui t'a proposé de faire L'homme qui tua ou est-ce que c'est toi qui es allé les trouver? Oui, donc c'est moi ensuite en fait qui suis allé voir Dargaud. Mais pour la petite histoire, c'était parce que j'avais fait une page dans le journal de Spirou qui racontait un rêve que j'avais fait étant petit, dans lequel Lucky Luke m'apparaissait. Donc je racontais que Lucky Luke venait à Paris au bas de mon immeuble, dans mon bac à sable, et puis je le rencontrais et je lui présentais mes parents et mes copains, et c'était vraiment super bien et super drôle. Et puis cette page que je me suis bien amusé à faire, je l'ai envoyée aussi chez Dargaud en leur disant, vous avez vu, je fais ça pour Spirou, mais vous pouvez me faire faire un Lucky Luke. Et au lieu de rigoler, comme moi je pensais qu'ils allaient réagir, hein, ils ont au contraire dit oui, non, en fait, c'est pas si simple. Ce refus était en fait la façon dont ils me l'ont refusé, c'était la preuve qu'ils me prenaient au sérieux. Alors en fait, ils m'ont vachement encouragé et du coup, j'ai récidivé plusieurs fois. Et à chaque fois, je leur disais mais si, laissez-moi faire et tout. Et puis à côté, il y avait chez Spirou justement, il y avait la série Spirou, qui est reprise par le one-shot de Lynn Bravo, qui a tellement cartonné que moi c'est devenu un argument. Je leur ai dit mais regardez ce qu'on peut faire. Et puis les choses ont un peu évolué. Il y a eu ce projet d'anniversaire des 75 ans de Lucky Luke qui approchait, et à ce moment-là, ma demande a pu être voilà, ça a pu passer. Ils m'ont dit ok, tu vas faire ça. Et puis là, je me suis pris un gros coup de stress. Ouais, j'imagine, ouais. Bah ouais, parce que d'un seul coup, il fallait se demander ce que j'allais bien pouvoir raconter. Alors, je leur ai posé quelques questions. Je leur avais dit que je voulais que Lucky Luke fume, et ils m'avaient dit non, non, t'as le droit de tout faire sauf ça. Et du coup,
bah en fait ils avaient donné le ton. Moi, si ça comptait pour moi cette question de l'arrêt de la clope pour Lucky Luke, c'était bien la preuve qu'il y avait un sujet à faire. Et donc je me suis dit tiens, bah c'est ça que je vais raconter. Comment Lucky Luke arrête de fumer. Et et puis après, en fait, ça c'était mon idée de scénario au départ, qui était plutôt blague sur le ton de la blague. Mais au fond, ce que je voulais faire et mettre en scène dans cet album, c'était vraiment que Lucky Luke soit un vrai cow-boy. Donc je voulais faire un vrai western. Et puis les choses se sont faites comme ça. Et puis quand le bouquin est sorti, il a eu un beau succès. Et grâce à ce succès et avec l'envie d'y revenir et mes relations avec mon éditeur, on a pu mettre au programme quelques années après un second volet. Voilà. Ok. Et du coup, comment est-ce qu'on s'approprie le personnage de Maurice graphiquement? Comment tu as travaillé? Parce que c'est complètement ton style. J'ai lu Texas Cowboys et la manière de dessiner les chevaux, c'est la tienne, etc. Donc le personnage en lui-même, comment on fait pour faire évoluer Lucky Luke? Bah en fait, on aurait pu imaginer que dans un premier temps, je me dise tiens, je vais rouvrir tous les Lucky Luke, je vais le recopier à fond, Mm. et puis ce sera bon. Et en fait, je me suis dit que je voulais pas procéder comme ça, je le sentais pas comme ça, et j'aurais dû le rendre plus réaliste. Et j'ai vu des dessins des fois de Lucky Luke très réalistes, et je trouvais que ça collait pas non plus. Je voulais pas donner l'impression, comme il y a par exemple Lucky Luke qui devient un film, ou les Dalton qui deviennent des films, et je trouve que cette incarnation du personnage trop réelle, elle fonctionne pas. Alors, j'ai fait un autre chemin. Je suis parti de ma précédente série qui s'appelle Esteban. Mm. Et pas mal de copains m'avaient dit ah c'est marrant, ton Esteban il ressemble quand même de plus en plus à Lucky Luke. Alors je me suis dit que justement c'était une bonne piste. Donc j'ai dessiné Esteban en lui donnant les traits de Lucky Luke. Donc je l'ai vieilli, je lui ai mis un nez rond, je lui ai inversé la forme de sa mèche. Voilà. Et comme ça Lucky Luke est né en restant dans mon univers graphique, sans que je doive forcer grand chose. Et puis en fait, les 2-3 premiers croquis que j'ai fait, j'ai trouvé ça marrant. J'ai envoyé ça chez Dargo et c'est ça qui a déclenché un oui euh, plus franc à cette période. D'accord. Et du coup, c'était finalement assez simple pour toi parce que c'était Esteban. On faisait une remarque, nous, alors j'en ai parlé avec mes camarades du podcast et avec qui je travaille sur le site, et on me faisait remarquer que il est rarement décidé de trois quarts dans la BD. Il est souvent de face ou de profil, et on se demandait s'il y avait des contraintes graphiques qui avaient imposé ça ou si c'était plus le choix des cadres. Ah, pour Lucky Luke? Ouais, pour Lucky Luke, ouais. Ah Il est ouais, c'est rarement de marrant. trois J'ai quarts. l'impression de mieux le cerner quand il est de trois quarts. C'est marrant. Bah, quand il est de profil, il est très emblématique, donc il ressemble plus à celui de Maurice à ce Mm. moment-là, et c'est vrai que je le mets assez facilement de profil, notamment quand je vais m'amuser à faire un jeu de silhouette et tout ça. Là, je pense que dans le précédent, il est plus souvent de trois quarts. Dans celui-là, il est peut-être plus de face, Ouais. parce que entre-temps, bah, j'ai fait d'autres albums, notamment les 2 premiers tomes de la série Charlotte Mm. Impératrice, avec Fabien Nury. Et en faisant ce travail, j'ai beaucoup appris sur la mise en scène, le storyboard, parce que Fabien est quelqu'un de très exigeant et qui le travail du storyboard est un vrai truc très important, et la mise en scène. Et donc il y avait pas mal de façons qu'il a d'interpeller le lecteur avec ses façons de cadrer. Et c'est vrai que ça a dû déteindre sur ma façon de mettre en scène ce Lucky Luke. Et comme ça, j'ai sans doute pu parfois le mettre de face, ou en tout cas Mm. qu'il regarde le spectateur comme Ouais. une espèce de façon de... moi, j'ai remarqué qu'en fait, même si c'est un truc plutôt interdit au cinéma, parfois en bande dessinée, c'est quelque chose qui va vraiment accrocher et qui est sur le jeu du plan subjectif, et je trouve que ça marche très bien. Donc je l'ai fait plusieurs fois, peut-être plus qu'à l'habitude. Ouais. Ouais. Et du coup, moi, ça m'a un peu rappelé les premiers albums de Maurice avant quand il cherchait encore un peu son personnage, la mine d'or de Dick Digger et ces trucs-là. Et je me suis demandé si, aussi dans la tonalité, s'il y avait une volonté d'aller plutôt vers ces albums-là que la période Goscinny. Alors moi comment dire, il n'y a pas vraiment une volonté affirmée. Ce qui est sûr, c'est que moi je voulais que Lucky Luke soit un vrai cow-boy, Mm. un dur à cuire, qui retrouve d'une certaine manière sa place dans le panthéon des grands héros de l'Ouest comme un Gary Cooper ou un Clint Eastwood et tout ça. Et en fait,
c'est évidemment plus dans les premiers albums où il est vraiment, c'est un personnage un peu dur, qui dégaine, qui tire sur les gens, etc. Et donc c'est vrai que le cowboy du début, je le trouve plus dangereux, plus impressionnant, et c'est vraiment plus lui, je pense, que j'apprécie et que j'avais envie de mettre en scène. Après, moi, je trouve que toute la période avec Goscinny est encore excellente et m'a beaucoup imprégné aussi. Donc en fait, pour moi, Lucky Luke, il est Lucky Luke tout au long de son évolution. Et puis il y a un moment où il y a un vieillissement de la série, une usure qui se produit au fur et à mesure des albums. Je sais pas à partir de quand, mais déjà je trouve qu'il y a une première baisse à la mort de Goscinny, évidemment. Et puis et puis après c'est un peu la valse des scénaristes avec des histoires plus ou moins bonnes. Et puis on sent un Maurice qui au bout de quelques temps soit il se lasse, soit il est plus fatigué, et de temps en temps, un des derniers qu'il a fait, j'ai trouvé que c'était vraiment en dessous, mais bon, ça devait être un vieux monsieur, évidemment, je lui pardonne à fond, mais donc moi je trouve qu'il y a un moment où c'est plus trop le Lucky Luke que j'aimais du début. Mais donc je suis vraiment plus effectivement pour le tempérament basé sur les premiers, ouais. Ouais, ben, je suis d'accord avec ça. C'est vrai que les derniers albums de Maurice et même moi je trouve la reprise actuelle pas, c'est un peu c'est pas mal quoi. Mais en fait, ça me fait penser à une question que j'avais gardée pour plus tard, mais je vais te la poser maintenant. Est-ce que finalement tous ces vieux héros de bande dessinée ne sont pas faits pour être dépoussiérés? Parce que quand on lit, je sais pas, quand on lit Black et Mortimer par exemple, les derniers albums c'est pas mal, mais c'est jamais Jacobs. Et en même temps, quand on pense à le Black et Mortimer que j'ai préféré, moi, c'est le dernier pharaon que François Skeuten a dessiné. Du coup, est-ce que finalement, ce serait pas la bonne voie pour tous ces personnages-là d'aller chercher des auteurs décalés qui proposent une nouvelle version? Alors peut-être parce que c'est vrai que une série, c'est un sujet délicat ça, parce que c'est vrai que les séries, si on fait pas de nouveautés, elles disparaissent. Et par exemple, Lucky Luke, si on doit prendre cet exemple de façon un peu plus évidente. Non mais Lucky Luke, c'est vrai que il y a une période où j'en ai entendu dire, ça c'était au moment où Maurice commençait à vieillir un peu sérieusement. J'ai entendu dire, voilà, si Lucky Luke s'était arrêté avec la mort de Goscinny, il serait comme une espèce de James Dean de la BD, une espèce d'icône, et que en fait le vieillissement du personnage l'aurait un peu abîmé. Alors c'est possible, mais je pense que si effectivement ça s'était arrêté à ce moment-là, je pense qu'on aurait tous oublié Lucky Luke. Il serait pas juste devenu un James Dean, il serait aussi, il aurait perdu son espérance de vie, quoi, en fait. Hein. Et aujourd'hui, avec tout le bien ou le mal qu'on peut penser des reprises, je dirais, dans la lignée de la série principale, finalement, c'est des personnages qui continuent à vivre. Et en ça, c'est une bonne chose. Après, toi, tu dis dépoussiérer. Alors moi, je suis un petit peu gêné avec ce terme parce que j'ai pas du tout l'impression de devoir enlever de la poussière ou de devoir amener de la modernité sur ces personnages. Parce que pour moi, ces personnages, et c'est pour ça qu'ils restent, ils sont intemporels. Donc pour moi, ils vieillissent pas. C'est ça qui est d'ailleurs assez magique avec cette génération d'auteurs et souvent des Belges d'ailleurs. Ils ont réussi, ces Franquin, ces Maurice, ces Peyo, à avoir des personnages pratiquement immortels et toujours avec un dessin qui jamais ne se ringardise. Parce que, je sais pas, ils ont réussi à à tellement enrichir leur univers que bon ben ils tiennent. Alors, est-ce que la bonne solution, c'est de faire des à côté, des interprétations c'est possible. En tout cas, aujourd'hui, la bande dessinée franco-belge le permet, comme le permet la BD américaine depuis un moment. Je trouve effectivement que c'est intéressant. Après, il y a un piège. Et c'est je pense, très difficile pour un éditeur de marcher sur le fil. Ce fil-là, c'est d'arriver à la fois à renouveler et à avoir des propositions originales, et en même temps à pas les multiplier, à pas et à la fin à avoir l'impression de casser le jouet, quoi. Donc il y a un truc qui est effectivement des fois rafraîchissant ou étonnant ou stimulant, et puis d'autres fois un gros risque de carrément tout faire voler en éclats parce qu'à la fin tout le monde se lasse, quoi. Et pourtant, quand je lis Wanted, moi j'ai l'impression que le fait d'avoir fait une équipe d'un groupe de personnages féminins, moi je vois ça comme un peu de dépoussiérage, parce que finalement, Maurice il mettait très peu de femmes dans ses histoires où elles étaient complètement au second plan.
Et toi, tu apportes un truc qui est très moderne quelque part. On est en plein dans la place des femmes, post-MeToo, etc. Du coup, moi, j'y vois une forme de dépoussiérage. Oui, on peut voir ça comme ça, ouais, pourquoi pas. Euh, C'était pas intentionnel. Disons que le mot dépoussiérage ou modernisation Ouais, d'un personnage, c'est pas du tout mon d'accord. postulat. Moi, moi j'évolue, j'avance avec mon époque, ma génération, avec mon âge, et donc effectivement, c'est des sujets qui me traversent. C'est vrai que à partir du moment où j'avais fait le premier avec trois frères, et ça faisait une BD, un western très masculin, parce il y a un personnage féminin qui est assez important, mais il y a qu'un rôle pour cette femme, Laura Legs. Et là, j'ai voulu justement m'amuser à avoir une fratrie en miroir qui soit une fratrie féminine. Et c'est aussi une réflexion que je me suis fait sur le genre western en général. Le genre western en général a souvent la mauvaise réputation d'être extrêmement viril et de laisser une place aux femmes insignifiantes, voire méprisantes, jamais de premier rôle, etc. Alors, dans un premier temps, on peut dire que c'est assez vrai. C'est souvent les rôles féminins sont sur le second plan ou des rôles secondaires. Mais néanmoins, quand les réalisateurs sont des bons réalisateurs, des gars comme John Ford ou Delmore Daves ou plein d'autres d'ailleurs, mais quand on regarde bien ces rôles féminins, je trouve que parfois c'est des rôles magnifiques, des rôles de femmes fortes, des rôles de femmes indépendantes et qui ont, pour leur malheur, un supplément de difficulté dans le web, c'est qu'elles sont entourées de mecs, parfois des grosses brutes, sans foi ni loi, sans protection justement du droit. Et je trouve que ces personnages, ça faisait longtemps que j'avais envie de mettre en avant des femmes, des vraies femmes de l'Ouest. Là, après, autour de moi, moi, je connais pas de faibles femmes en fait. Donc, je me suis dit, si je veux faire des vraies femmes, il faut que je fasse des femmes telles que je les connais, c'est-à-dire indépendantes, déterminées, autonomes, peut-être des femmes post-MeToo, en tout cas des femmes de ma génération. Et justement, en plus, je me suis dit que parce que cet album, c'est un gros jeu sur l'envie de tenter Lucky Luke à fond, de le faire hésiter, de le faire vaciller sur ses idées, sur le destin qui s'est tracé. Et je me suis dit que en fait, il pouvait pas être tenté par des nanas qui minaudent, un peu qui posent, jolies mais un peu éthérées. Moi, je pensais pas qu'il pouvait à ce moment-là être tenté. Donc, je voulais vraiment lui mettre devant lui des femmes auxquelles il pourrait pas dire non, quoi, tout simplement. Donc, des femmes telles que je le connais, mais je les connais en fait en ce moment. D'accord. Euh, Pourquoi tu as choisi de tout faire toi-même, aussi bien le dessin, le scénario, même la couleur? C'était une envie de faire un truc perso ou pourquoi pas être allé chercher des copains pour coécrire ou coloriser? Alors d'abord, comment dire, il y a un truc de cohérence, c'est-à-dire que quand on m'a dit ok vas-y fais-le ton Lucky Luke, il a été question un petit moment de travailler avec quelqu'un et assez vite la réponse était mais non mais c'est des bêtes, c'est pas une très bonne idée. On veut que tu fasses ta proposition et donc si c'est ta proposition, elle sera d'autant plus personnelle que t'es seul. S'il y a deux personnes, c'est une proposition commune ou bien c'est la proposition du scénariste. Donc c'est vrai qu'il y avait une forme de cohérence à vouloir tout faire tout seul. En plus, très honnêtement, moi quand j'ai l'occasion de relever des défis de ce type-là, j'ai envie de le faire tout seul. Et puis les fois où moi les albums que j'ai fait que je préfère, c'est toujours ceux que j'ai écrits. T'as tort ou à raison, mais c'est toujours ceux-là. Donc je me suis dit allons-y tout seul. Après pour ce qui est de la mise en couleur, c'est une autre question qui est arrivée évidemment dans un second temps parce que c'est la partie que j'ai la plus de facilité à déléguer. Mais en fait, Lucky Luke était prévu pour être un seul album. Faire la mise en couleur sur un seul album, c'est quelque chose qui est jouable pour moi. Le faire sur une série, c'est un peu plus compliqué parce que ça demande un rythme de production, ça demande une quantité d'albums et puis c'est un engagement sur des centaines de pages. Alors que sur un album, je m'engageais sur 60 pages et donc je l'ai fait tout seul. Et puis cette façon de mettre en couleur, finalement, elle est à la fois assez radicale, elle est très personnelle et très inspirée de ce que fait Maurice.
Donc en fait finalement tout ça avait une forme de logique. Ouais, tout est logique, ça se tient, Et d'accord. donc quand on a mis en route un projet de deuxième, bah, j'ai remis les mêmes ingrédients dans le checker quoi. Et puis ça donne celui-là. Et comment est-ce que tu travailles du coup? Est-ce que tu écris le scénario comme un scénariste vraiment complètement d'abord et le dessin ensuite? Ou est-ce que finalement, comme tu es dessinateur, c'est deux choses qui viennent s'imbriquer l'une dans l'autre? Alors d'habitude, pour les autres trucs que je fais tout seul, j'ai pas vraiment de scénario écrit de façon précise. J'ai un pitch, j'ai un résumé de ce que je veux faire, et puis je le fais directement sous forme de storyboard. Okay. Mais pour Lucky Luke, il y avait le besoin quand même de présenter des choses. Donc j'ai une première étape où j'ai fait un résumé assez court que j'ai envoyé à l'éditeur. Ensuite, qu'il a validé, parce qu'après l'éditeur, lui, il va en parler aux ayants droit. Donc il fallait, ça c'est pas je suis pas au courant de tout ça, hein, mais je sais qu'ils ont besoin d'avoir des éléments à présenter, Okay. parce qu'on n'a pas envie d'avoir de mauvaises surprises. Parfois les ayants droit, on sait pas trop ce qu'ils sont prêts à valider, pas valider. Ils peuvent avoir envie de dire stop d'un seul coup à tout, et là on n'a pas beaucoup de moyens de se rattraper. Donc j'avais vraiment besoin moi d'être rassuré qu'il allait pas m'arriver un sale coup pendant la réalisation de l'album. Donc j'ai envoyé un résumé, puis après j'ai envoyé un synopsis, enfin, d'abord c'était un synopsis, puis ensuite un résumé assez détaillé, scène par scène, un truc qui faisait une dizaine de pages, donc vraiment un scénario qui ressemblerait à ce qu'on pourrait appeler une suite dialoguée, quoi. Il y avait des bouts de dialogue et tout ça. Et puis, heureusement, pas trop précis pour pouvoir après, à nouveau, faire une étape de storyboard, là, très précise, séquencée, dialoguée, construite, avec même déjà le jeu des acteurs, des ressemblances et tout ça, et qui à chaque fois aussi est arrivé sur le bureau de l'éditeur, et qui a été sujet à discussion, à la correction aussi. Et puis quand j'ai eu un vrai feu vert, bah, à ce moment-là, je passais directement à la réalisation des planches, hyper rassuré, hyper serein, puisqu'il y avait eu toutes ces étapes de préparation. D'accord. Et du coup, justement, tu parlais des ayants droit. Est-ce qu'ils reviennent vachement vers toi? Tu as eu beaucoup de retours, aussi bien positifs que négatifs, via le cheminement à travers l'éditeur? Ou est-ce que ils étaient d'accord pour tout? Alors, aujourd'hui, on peut dire qu'ils ont l'air d'être d'accord pour tout, ce qui n'était pas du tout sûr. Moi, en fait, je les ai très peu vus. J'ai eu une fois, non, je les ai pratiquement jamais vus. Je les ai croisés une fois à Angoulême très rapidement, il y a 5 ans. Okay. Sinon, c'est pas moi du tout qui m'occupe de ça. Donc en fait, les ayants droit ont une maison d'édition qui s'appelle Lucky Comics, mais les ayants droit, je sais que c'est pas leur profession, la bande dessinée. Ils font d'autres choses. Ils font d'autres choses et ils ont une partie de leur activité qui est dédiée à gérer le fonds Lucky Luke parce que c'est leur aïeul qui leur a confié les rênes. Mais tout ce qui va être décision éditoriale, suivi d'albums, délai de fabrication, etc., c'est vraiment géré par les éditions d'Argo. Donc ils ont ce partenariat et moi je traite pas avec eux directement. Ok. Quand tu as, alors, à propos de justement de retour, de construction et tout ça, je me demandais s'il y avait eu, s'il y avait des scènes coupées. Est-ce qu'il y a des choses que tu as préparées et tu t'es dit non, ça marche pas, je l'enlève ou est-ce qu'il y a des scènes coupées pour l'album? J'ai vu qu'il y avait un bonus aussi pour l'édition du Mans avec Billy the Kid. Ouais. En fait, il y a pas vraiment quand il y a eu en fait chaque scénario est très différent. C'est marrant parce qu'à chaque fois j'ai l'impression de repartir presque à zéro avec la même angoisse, le même stress et sans trop savoir si je vais y arriver ce coup-ci. Et donc en fait il n'y a pas tellement de scènes coupées. Mais sur celui-là, il y a eu des difficultés. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans un premier temps à avoir l'impression que mon storyboard avalait trop vite ce que j'avais écrit au scénario. Et que du coup, j'allais me retrouver avec un album de 30 pages, ce qui est vide et qui n'est pas possible. Donc j'ai dû retravailler mes trucs pour rajouter des scènes, augmenter, développer mieux des personnages et du coup, en fait, rajouter plus de péripéties, réorganiser toutes mes idées. Et évidemment, au final, l'intérêt, c'est que ce soit mieux. Mais j'ai pas spécialement enlevé de choses. Par contre, quand je fais une scène que je vois qu'elle est scène par scène, des fois une scène trop longue, je la rajoute, je la recoupe, je la monte autrement, je la réécris. Ça, c'est toute l'étape de storyboard qui justement permet d'avoir vachement de mobilité, qui ressemble presque à un montage de cinéma. Quoi. On rallonge, on enlève, on refait et tout ça sans arrêt. Et effectivement, alors, après, moi j'ai fait donc cet album, donc là celui-là il fait 68 pages je crois dans mon souvenir.
Et puis j'ai eu cette commande des éditions du Mans pour faire une série, un tirage limité, et il me demandait de faire 4 pages supplémentaires. Les 4 pages supplémentaires, c'est vraiment un bonus pour lui, c'est Ouais, je bien dirais sûr. une récré supplémentaire. C'est pas un truc qui va donner du sens ou augmenter certaines choses de l'histoire, c'est plus une façon de faire intervenir de décrire un peu mieux l'état psychologique de Lucky Luke à la fin de l'album, et puis de faire venir des gangsters en plus que j'avais pas pu dessiner dans celui-là. C'est un jeu, c'est un Ouais, plaisir supplémentaire. D'accord, ok. C'est sous forme d'épilogue, c'est les 4 pages c'est les quelques instants qui suivraient le départ de l'album de Lucky Luke vers l'horizon. D'accord. Et je te posais la question pour le montage parce qu'en fait, moi, j'ai un petit bémol sur l'album, c'est, je trouve le rythme quand ils arrivent dans le village, la scène du saloon et puis la fusillade après pendant la nuit, je trouve le rythme un peu étrange. Le saloon m'a paru très long et la scène d'après m'a paru très courte. Et je me suis demandé s'il y avait eu des complications sur ce passage-là. Alors la scène du saloon, c'est-à-dire le moment où ils dansent, Ouais, ouais, quand ils dansent et qu'ils emmerdent les filles, ouais. ouais, et après la scène Et après, la scène bah, c'est quasiment la résolution, en fait, quand Lucky Luke est sur un toit et qu'il met les mecs en prison et tout ça. ouais. Alors là, non, c'est pas d'abord. Non, en fait, je voulais vraiment insister sur cette scène dans le saloon, Ouais. parce que pour moi, c'est un moment très important de l'histoire où justement, je mets en avant le fait que des femmes dans l'Ouest, elles peuvent être super courageuses et super fortes. Il y a toujours des gros gangsters qui viennent les harceler, des espèces d'Harvey Weinstein qui sont là. Donc ça, pour moi, c'était important de le développer, de prendre du temps D'accord. avec ça, pas de et de le faire durer. Et puis en le faisant durer, ça permettait aussi à Lucky Luke de prendre le temps qu'il faut euh, pour résoudre la situation. Et après, c'est vrai que quand il y a des scènes où il se passe beaucoup de choses et où les gens parlent beaucoup, elles durent plus longtemps. Mais en nombre de pages, on est quand même plus court dans le saloon, je pense, que dans la rue. Parce que après, dans la rue, ce qui se passe, c'est que c'est des scènes presque muettes Mm. où, alors à la lecture, ça va un peu plus vite, mais je voulais pas les tirer à fond. Ils sont, comment dire. Moi, je trouve ça déjà assez long dans la rue, en fait. D'accord. Ok, très bien. Euh, d'accord. Est-ce qu'à un moment donné, tu as pensé à changer la fin ou est-ce que c'était évident qu'il devait quand même finir tout seul? Ah non, c'est évident qu'il finit tout seul. Parce que moi, je me suis fait avoir, en fait, à la lecture. Je me suis dit, bah, on est dans le Lucky Luke de Mathieu Bonhomme, c'est une série un peu à part, il va le faire. Il va, il va partir avec une fille. Moi, il n'était pas du tout question qu'ils D'accord. partent avec une fille. Je voulais qu'il reste solitaire jusqu'au bout. En revanche, je voulais qu'il hésite à fond. Et je voulais qu'il vraiment on soit avec lui dans sa tête en se disant mais t'es con, pourquoi tu restes pas? Elles sont là, elles t'attendent. Et c'était aussi pour affirmer le fait que Lucky Luke, il a fait ce choix. Il est pas juste solitaire par défaut, il est solitaire par choix. Et il a fait ce choix, et ce choix est un choix qui est difficile à faire, je pense. C'est, à mon avis, un peu incompréhensible de se couper à ce point-là des sentiments, de l'amour et des rencontres. Et Je voulais savoir si tu regardais des westerns quand tu travaillais sur Lucky Luke ou si au contraire tu t'en coupais. quand je fais un Lucky Luke, disons que quand je fais les pages de Lucky Luke ou quand je fais même quand j'écris le storyboard du Lucky Luke, je regarde pas plus de western que dans d'autres périodes de l'année. Ça m'arrive assez régulièrement de toute manière, mais ce qui me nourrit beaucoup aussi c'est les romans de western. Donc tout ça ça fait partie de mon quotidien, de mon quotidien de lecteur et de spectateur. Après la période où je cherche des idées pour Lucky Luke, là, en général, effectivement, je vais en mettre un petit peu plus au programme, et si possible, des films ou des romans qui vont aborder des thèmes que je veux aborder ou qui vont se passer dans les décors que j'estime être les bons pour la bande dessinée. Et ça va me donner des idées, ça va me mettre, surtout, plus que des idées, ça va me mettre dans une espèce d'état de projection mentale, une espèce d'état de transe, un état de voyage et une disponibilité à tout recevoir. Et donc ça, je trouve que c'est au moment où je mets en route mes idées, que je prends des notes,
c'est la période la mieux là, à ce moment-là. D'accord. La plus fun et ça. Et du coup, pour Wanted, tu as regardé quoi? Quelles ont été les influences majeures, ou en tout cas les westerns que tu as regardés pour t'inspirer? Alors, pour Wanted, il y a des westerns que je connaissais déjà, qui m'ont inspiré, mais que j'avais vu des années auparavant, donc je les ai pas spécialement revus pour Lucky Luke. Mais si tu veux parler des références qu'il y a dans l'album, là, il y en a plein, il y en a plusieurs. Il y a toujours une réplique de Impitoyable de film de Clint Eastwood. Il y a La ville abandonnée qui s'appelle The Yellow Sky, qui m'a beaucoup inspiré, notamment pour les décors de la ville abandonnée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre il y a un film de Delmore Dave qui s'appelle The Last Dragoon. Là, Delmore Dave, c'est un réalisateur que j'adore. Bon, celui-là, c'est pas son meilleur western, mais aussi pour ce qui est des décors et pour ce qui est de la thématique et pour ce qui est de certaines photos, il était vraiment génial. Et je lui ai piqué d'ailleurs une image où on voit Lucky Luke attaché à la roue du chariot. Ça, c'est Richard Widmark dans ce film qui est attaché là. Alors lui, il s'est pas du tout volé un bisou, mais il est, il est en mauvaise posture, quoi. Voilà. D'accord. On est d'accord. Alors c'est peut-être une influence involontaire, mais il y a vachement de John Ford aussi dans le choix des cadres, dans les grands espaces. Non? Ah bah si, John Ford, ouais, et je veux dire, c'est presque la bible graphique de plein de westerns. Son rapport au placement de la caméra, la place qu'il donne au ciel, la place qu'il donne au rocher, la place qu'il donne à l'homme dans la nature. Ça, c'est vraiment un truc quand je regarde un John Ford, je suis toujours hyper ému, quoi. Parce qu'en fait, il a aussi un amour de tous ces personnages que je trouve hyper fort. Tous les personnages qui sont en scène, que ce soit les acteurs, que ce soit les Indiens ou les rôles qu'il écrit, on sent que il est profondément humaniste et attaché à ces personnages. Et je trouve ça transperce. Et je pense que c'est ce qui donne une saveur toute particulière au film de John Ford. Ouais. Ouais, ça marche vachement dans la BD. Hein. Il y a quelques cases. Les premières pages, les premiers plans, moi je trouve ça vraiment très très impressionnant au niveau dessin. Très très cool. On arrive tout doucement à la fin de l'interview. Je voulais savoir si un troisième c'était quelque chose qui était envisagé. Bah pour l'instant c'est pas envisagé. Il n'en est pas question. D'accord. Pour la simple raison que j'ai plein de projets à faire. J'ai plein de trucs. J'ai 2 albums de la série Charlotte Impératrice à suivre qui arrivent, sur lesquels je commence à travailler. Et puis j'ai aussi d'autres projets perso que j'ai envie de faire et qui ont déjà trop attendu. Donc je suis pas du tout dans la perspective de faire un troisième Lucky Luke. Bon après dans 3 ans, si Dargo m'en parle doucement, je pense que je serais prêt à y replonger parce que c'est vraiment un super plaisir. Mais il n'en est vraiment pas question pour l'instant. Ouais, donc on en reparle dans 5 ans pour les 10 ans de mon podcast, et à ce moment-là, il y aura un troisième tome ou quelque chose comme ça. C'est ça, peut-être. Alors, comme c'est un podcast culturel où on parle de cinéma, de séries et de choses comme ça, j'ai envie de te demander si tu as, ces derniers temps, si tu as des recommandations culturelles à faire, si tu as vu des séries qui t'ont passionné, si tu es tombé sur un film génial, ou si malheureusement tu étais tellement pris par la fin de la BD que c'était un peu un tunnel. Ah non, moi je regarde pas mal de séries. Hein. La première qui me vient en tête, c'est une série que j'ai regardée l'année dernière qui s'appelle Succession, qui est vraiment dingue. Il y a 2 saisons, je crois. C'est vraiment génial. Gros niveau. Je regarde beaucoup de séries, ouais. Bon, dans un truc plus récréatif, mais quand même assez captivant. J'avais bien aimé Le jeu de la dame. Sur les échecs sur Netflix. J'avais bien aimé Unbelievable aussi sur Netflix, une mini-série qui parle d'un violeur en série et qui est très féministe aussi dans sa démarche. Je trouvais ça très beau. Il y en a une que j'aime beaucoup aussi, qui est une série anglaise qui s'appelle Happy Valley, qui a l'air de rien quand on commence la première saison et qu'en fait il prend au trip comme ça. Ouais, je l'ai vu, c'est très impressionnant Happy Valley. Ouais. C'est très impressionnant, c'est super bien, vraiment super bien. Sur un petit air de Ken Loach, en fait, on se fait embarquer dans un polar ultra dur, c'est psychologiquement aussi très très fort. Et puis bien sûr il y a la série Fargo, la série télé de Fargo, j'adore.
Bon, voilà, il y en a plein. D'accord. Ok, très bien. Merci beaucoup. J'ai Et de à rien. peu près épuisé toutes mes petites questions. Où est-ce que... du coup, je reprends. Du coup, qu'est-ce qu'on pourra lire de Mathieu Bonhomme après Lucky Luke? Les prochains, c'est Charlotte Impératrice? Ouais, Charlotte Impératrice tome 3 et Charlotte Impératrice tome 4. D'accord. Il y aura peut-être un petit retour vers la préhistoire aussi dans cette période, parce que j'ai récupéré les droits de mon premier album Mmh. qui s'appelait L'âge de raison Ouais. et qui se passait à la préhistoire et que je vais retravailler, augmenter et essayer de ressortir Ah, génial. d'une façon cool. Voilà. Ah oui, et justement, ça me fait penser à dernier truc. Quand je parlais avec mes camarades du podcast, on se demandait si un jour on pourrait voir certaines de tes œuvres à la télé ou au cinéma. C'est des choses que tu aimerais faire, toi, ou c'est pas du tout ton délire? Ah, là tu parles de Est-ce que... réalisation. Non, non, pas de réalisation ou de confier le projet. Je me disais que le Marquis d'Anaon, ça ferait une super série télé avec du pognon. Un bon budget, des gens qui veulent s'y mettre. Il y a un vrai sujet très série de maintenant, non? C'est quelque chose Ouais. que tu pourrais Enfin, faire, moi, toi? j'aimerais bien un truc comme ça arrive. C'est pas impossible que Charlotte Impératrice soit adaptée un jour au cinéma. Il y a certaines séries qui pourraient tout à fait devenir des films, peut-être. Mais étant dessinateur, moi, j'aurais vraiment envie qu'elles deviennent plutôt des dessins animés. Et je me dis que le Marquis de Nahon en dessin Ouais, animé, ça doit être c'est vrai, cool. carrément. Avec une belle réalisation, des belles ambiances et tout. Je pense qu'on serait même plus original qu'en film parce qu'il y a quand même pas mal de téléfilms ou de séries de ce qui se passe au 18e avec des enquêtes, donc faudrait qu'on garde notre originalité. Je pense plutôt à l'image de l'image dessinée. Après moi je me sens pas d'embarquer d'écrire spécialement pour ça. Ça voudrait dire intéresser un producteur, un réalisateur, et en même temps j'aurais pas envie de ne pas être impliqué du tout pour laisser filer une esthétique Ouais, je comprends. vers je ne sais où. Donc pour l'instant, je le sens pas trop. Je le Ok, sens pas trop. Je me suis souvent posé la question là, quand même. d'accord. Ouais. Eh ben, merci beaucoup. Bah, merci à À toi. bientôt. À une prochaine. Salut. Salut, Merci. merci. Bonus. Trax.